Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le ministre de la Justice interpellé sur l'affaire du blogueur Mohamed Ould Mkhaytir, toujours en détention pour blasphème. C'était cet après-midi lors d'une séance de l'Assemblée nationale consacrée à une question orale d'un député. Le compte à rebours a commencé pour la présidentielle 2019. Le recensement administratif complémentaire à vocation électorale est organisé sur tout le territoire jusqu'au 14 mai prochain. La réglementation du marché de transfert de fonds en Afrique face aux questions émergentes, c'est le thème d'un atelier ouvert à Nouakchott à l'initiative de la Banque centrale de Mauritanie. Merci d'être avec nous. Des débats passionnés à l'Assemblée nationale qui étaient en plénière pour une question orale concernant le dossier du blogueur Mohamed Ould Mkhaytir, détenu depuis plusieurs années pour blasphème. L'occasion pour les députés d'appeler à la préservation des valeurs fondatrices de la Mauritanie, notamment son identité islamique que partagent toutes ses composantes et qui est garante de l'unité nationale et surtout loin de toute instrumentalisation de la religion, comme c'est souvent le cas, c'est récidivé. Séance houleuse à l'Assemblée nationale. Cette plénière est consacrée à une question orale posée par le député Mohamed Bouya ou le Cheikh Mohamed Vadel dénonçant les irrégularités qui ont caractérisé l'instruction du dossier et l'énoncé du verdict du blogueur Mohamed Cheikh Ould Mkhaytir. La raison pour laquelle cette question a été posée est d'ordre technique, car ce dossier a été entaché de beaucoup d'irrégularités durant tout le processus. Le non-respect flagrant des procédures, l'application de la loi pénale, la définition de responsabilité. Le procureur général n'a pas joué son rôle en matière de recours par rapport à la décision du tribunal de première instance. Il a donc failli à ses responsabilités, tout comme la Cour suprême est intervenue au niveau de la Cour d'appel en agissant sur ordre pour influencer l'orientation du juge. En réponse, le ministre de la Justice a indiqué que le dossier est entre les mains de la justice. Le dossier est actuellement entre les mains de la Cour suprême, toute chambre réunie sur la base du recours du parquet général. Cette affaire s'est déroulée dans des séances publiques en présence de toutes les parties et dans toutes les juridictions par lesquelles elle est passée. Certains députés s'insurgent contre l'instrumentalisation du dossier. Ils estiment qu'il faut laisser la justice faire son travail. L'islam pour tous, l'islam est pour tous et tout le monde y croit. Donc, mais laissons nos institutions, l'État être un État des institutions et je vous remercie. Ce dossier est particulièrement complexe. En effet, il touche au sacré, l'islam, la religion d'État. Des manifestations demandant la libération de 2 autres blogueurs en détention préventive se sont déroulées aujourd'hui devant la prison du Ksar. Les manifestants demandent de mettre fin à la détention préventive utilisée par le régime pour réprimer ses opposants. Les 2 blogueurs, Abdelrahman Oueddadi et Cheikh Ould Jeddou, avaient été arrêtés après la publication de ce qu'on appelle désormais les fonds gelés à Dubaï. Les 2 blogueurs avaient été déférés à la prison civile du Ksar le 27 mars dernier. Les opérations du recensement administratif à vocation électorale complémentaire ont débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national. Le recensement, organisé par la CENI en partenariat avec l'Office national des statistiques, se poursuivra jusqu'au 14 mai prochain. L'opération vise à actualiser la liste électorale pour permettre à tous les Mauritaniens non frappés d'incapacité juridique ayant atteint l'âge légal le jour du vote de s'inscrire sur le fichier électoral. Et au sujet des conditions de ce recensement, la CENI indique que l'opération nécessite, en plus de la jouissance de tous les droits civiques, d'être en possession de la carte nationale d'identification biométrique ou d'un passeport en cours de validité pour les Mauritaniens résidant à l'étranger. Et justement, à ce sujet, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Mohamed Ahmed Ould Mouissig, directeur des opérations électorales à la CENI. Monsieur Mouissig, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation d'abord. Merci. Alors, on vient de le voir, on a vu sur ces images, on a entendu, le réveil a commencé aujourd'hui, le réveil complémentaire. Alors, est-ce que vous êtes bien préparé pour la conduite de toute cette opération selon les normes requises? Je vous remercie.
Comme vous dites et comme nous venons de voir dans l'élément que vous avez sur votre écran de télévision, les opérations de Ravel ont commencé aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. La CENI a pris toutes les mesures nécessaires pour la bonne marche de ces Ravel. En ce qui concerne le personnel de la CENI, les commissions départementales ont été formées dans un atelier que vous avez dû suivre il y a quelques jours à l'hôtel Maurice Centre, qui a duré 5 jours. Les équipes, les commissions régionales de la CENI ont été parfaitement bien préparées pour ce recensement complémentaire, en partenariat, comme vous dites, comme vous avez dit tout à l'heure, avec l'Office national des statistiques. Une convention a été signée et c'est l'Office national des statistiques qui est l'exécutant sur le terrain de ce Ravel complémentaire. Donc, qui est chargé des opérations en elles-mêmes. Qui est chargé des recensements. L'ONS, l'Office national des statistiques, a pris lui aussi à son niveau les mesures nécessaires pour le recrutement des agents recenseurs qui vont exécuter ces recensements sur le terrain. Ces recenseurs, comme le personnel de la CENI, sont déjà en place et ils ont démarré ces recensements aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire dans 301 centres de recensement prévus au niveau de toutes les communes du pays. Ces recensements complémentaires, ce n'est pas la même chose que le recensement qui a été fait en 2018 parce que celui-là était un recensement initial. Il devait permettre pour une première fois d'établir une liste électorale. Or, ce recensement est un recensement complémentaire, c'est-à-dire il vise à corriger la liste de 2018 qui existe déjà. Donc, il s'agit de permettre aux gens qui n'ont pas été inscrits sur la liste de 2018 de s'inscrire, aux gens qui ont atteint l'âge et qui vont atteindre l'âge jusqu'au jour du scrutin de se recenser, et les gens qui veulent changer de bureau de vote pour leur permettre de leur donner cette possibilité. Là, je vais un peu peut-être apporter une précision pour dire qu'aux citoyens qui sont déjà recensés sur la liste de 2018, d'éviter d'encombrer les centres pour permettre aux autres qui n'ont jamais été recensés de se faire recenser, parce que déjà leur nom existe, et de rester en attente dans des rangs sous le soleil, alors qu'ils peuvent éviter cela. Ils sont déjà recensés, ils n'ont plus besoin de se faire... ciblé, donc voilà. Il y a un public ciblé. Ce n'est pas des personnes ciblées, à moins qu'ils ne veulent changer de bureau de vote. D'accord. Et donc, alors, on reproche souvent à la CENI de ses choix pour le recrutement des recenseurs. Et en quoi l'assistance de l'Office national des statistiques peut vous aider à surmonter ces difficultés? Je vous remercie. Vous savez que, comme je l'ai dit tantôt dans la première intervention, la CENI ne recrute pas d'agents recenseurs. La CENI a fait un partenariat avec l'ONS et c'est l'ONS qui se charge du recrutement des agents recenseurs. La CENI, les équipes de la CENI sont là pour superviser le travail de ces équipes. Donc la CENI n'a pas recruté des agents recensement. Ça, c'est l'affaire de l'ONS, c'est ce que prévoit la Convention. Et c'est l'ONS qui a disponibilisé ces personnels chargés de l'exécution sur le terrain. Alors, est-ce que vous pensez que les délais sont suffisants pour réactualiser cette liste électorale? Parce qu'il s'agit bien d'une réactualisation. Voilà. Oui, le délai est raisonnable. Parce que, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'établir une nouvelle liste électorale. Il s'agit de corriger une liste qui existe déjà. Donc, et la population ciblée n'est pas, de mon point de vue, et de notre point de vue tous, n'est pas aussi importante. Donc, je crois
que les délais de 20 jours qui sont consacrés pour ce recensement permettront bien d'enregistrer cette population. Alors, donc, avant de terminer, nous allons donc récapituler. Alors, nous allons citer les populations auxquelles sont destinées, les publics auxquels est destiné ce recensement. On peut les citer. On peut les citer. Ce recensement est destiné aux personnes qui n'ont jamais été recensées sur la liste électorale, qui ne sont pas recensées sur la liste électorale de 2018 pour une raison ou pour une autre. Oui. Ces populations sont... La deuxième catégorie, c'est les personnes qui ont atteint l'âge de 18 ans et qui s'inscrivent pour la première fois. Et il reste une catégorie. Et la troisième catégorie, c'est les personnes qui veulent changer de bureau de vote. Et cette possibilité leur est offerte. À travers ce recensement pour réactualiser, il s'agit donc de réactualiser la liste électorale. Merci. Pour toutes ces précisions et merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. La Banque centrale de Mauritanie et l'Institut africain pour les envois de fonds ont organisé aujourd'hui un atelier continental consacré à la réglementation du marché de transfert de fonds en Afrique. L'atelier étudiera l'assistance technique des pays africains pour l'amélioration de la réglementation, la collecte des données liées aux envois de fonds et pour une meilleure retombée de ces envois dans l'aspect socio-économique de ces pays. Sid Ahmed Beilatou. L'envoi de fonds constitue la seconde source de financement extérieur des pays africains, après les investissements étrangers selon la Banque mondiale et plusieurs organismes internationaux. Mais ces envois posent souvent des questions liées à la dérégulation du monopole bancaire en ce qui concerne la crypto-monnaie et le blanchiment de capitaux, mais aussi le financement du tourisme, entre autres. Le gouverneur adjoint de la Banque centrale de Mauritanie a saisi cette occasion pour indiquer que cet atelier répondra aux problématiques du cadre légal et réglementaire du marché de transfert de fonds en Afrique, indiquant que la Banque centrale de Mauritanie a entamé une série de réformes pour un meilleur impact de ces envois. Le directeur exécutif de l'Institut africain pour les envois de fonds a édifié le programme de son institut dans le cadre d'envoi de fonds. L'Institut africain pour les envois de fonds a un programme d'assistance technique. Et dans le cadre de ce programme d'assistance technique, nous travaillons avec la Banque centrale de la Mauritanie et que ces travaux ont porté essentiellement sur l'amélioration des statistiques sur les envois de fonds, mais également sur l'amélioration du cadre réglementaire ici en Mauritanie. Nous avons, au cours de ces 3 années pendant lesquelles nous avons travaillé avec la Banque centrale, témoigné de l'importance que la Banque centrale accorde à ces questions fondamentales, qui aujourd'hui, au-delà de leurs enjeux nationaux, constituent des enjeux internationaux, puisque les transferts de fonds ne sont pas du tout une question juste nationale, mais c'est également une question d'ordre international. Plusieurs participants à cet atelier ont exprimé l'importance de ce moyen de financement qui nécessite une réglementation et un cadre juridique en Afrique. On prend part à cet atelier parce que déjà Madagascar bénéficie de l'assistance technique de l'AIR dans le cadre de la réglementation des envois de fonds. Madagascar est en marche pour réglementer ce domaine qui joue un rôle très important au niveau social et notamment économique. La Banque centrale de Mauritanie a procédé dernièrement à une vaste campagne visant à agréer et superviser les structures informelles de transfert d'argent. Abbas Madani, chef historique du Front islamique du Salut, le Fils, parti islamiste d'opposition dissous en 1992, qui militait pour la création en Algérie du premier État islamique du Maghreb, est décédé ce mercredi au Qatar où il vivait en exil depuis 2003. Madani avait appelé à la lutte armée après l'interruption en 1992 par l'armée du processus électoral face à la victoire annoncée du Fils aux premières législatives multipartites du pays qui allait plonger l'Algérie dans une décennie noire de guerre civile dont le bilan officiel est de 200 000 morts. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Hassan Salamé, a dit d'espérer que les contacts qu'il a pu avoir avec les belligérants sur le terrain portent leurs fruits avant le Ramadan. M. Salamé n'a pas caché les difficultés qu'il reste à résoudre avant que le processus de stabilisation de ce pays, en proie au chaos depuis 2011, puisse reprendre avec quelques chances de réussite.
Tout était prêt pour la conférence nationale prévue mi-avril et censée préparer le terrain à des élections en Libye avant que le maréchal Khalifa Haftar ne lance son offensive contre la capitale Tripoli. C'est ce qu'a affirmé l'envoyé de l'ONU qui était en visite à Rome. Sur le terrain, les combats s'enlisaient près de 3 semaines après le début de l'offensive de Khalifa Haftar contre Tripoli, siège du gouvernement reconnu par la communauté internationale. Et en Égypte, 27 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes sur plus de 61 millions de votants enregistrés dans le pays le plus peuplé du monde arabe. La réforme de la Constitution permet la prolongation de la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi. Son deuxième mandat va ainsi passer de 4 à 6 ans, portant son terme à 2024. L'ex-maréchal, aujourd'hui âgé de 64 ans, pourra se représenter un 3e mandat de 6 ans lors de l'élection de 2024. Il pourra donc se maintenir jusqu'en 2030. Dans le même temps, la révision constitutionnelle permet le contrôle du chef de l'État sur le système judiciaire avec un pouvoir de nomination des chefs de juridiction. La réforme octroie également un pouvoir politique à l'armée, pilier du régime de M. Sisi. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé aujourd'hui à Vladivostok, en Russie, pour son premier sommet avec Vladimir Poutine. Le dirigeant nord-coréen espère un sommet couronné de succès au moment où Pyongyang recherche des appuis. En pleine impasse diplomatique avec Washington sur le nucléaire, sa rencontre prévue demain avec Vladimir Poutine sera sa première entrevue avec un chef d'État étranger depuis son retour de Hanoï, théâtre en février dernier d'un fiasco diplomatique retentissant avec le président américain Donald Trump. Selon le Kremlin, le sommet débutera par une rencontre entre les deux hommes avant qu'ils ne prennent un format élargi sans plus de détails. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Le ministre de la Justice interpellé sur l'affaire du blogueur Mohamed Ouelm Khaytir, toujours en détention pour blasphème. C'était cet après-midi lors d'une séance à l'Assemblée nationale consacrée à une question orale d'un député. Le compte à rebours a commencé pour la présidentielle 2019. Le recensement administratif complémentaire à vocation électorale est organisé sur tout le territoire jusqu'au 14 mai prochain. La réglementation du marché de transfert de fonds en Afrique face aux questions émergentes, c'est le thème d'un atelier ouvert à Nouakchott à l'initiative de la Banque centrale de Mauritanie. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.